RMC, After Coupe du Monde des clubs. Jérôme Sillon. Salut à tous, bienvenue dans l'After Coupe du Monde des clubs, à écouter sur toutes les plateformes et à regarder sur la nouvelle chaîne After Télé. RMC est la radio officielle de la Coupe du Monde des clubs. Tous les matchs seront à vivre en intégralité sur la radio digitale RMC. 100% Coupe du Monde des clubs de la FIFA. En attendant, on vous présente les 32 équipes de la compétition et dans cet épisode, gros plan sur l'un des outsiders, la Juventus, avec notre drôle de dame italienne, Johan Crochet. Ciao Johan. Salut Jérôme, ciao à tutti. Et avec Loïc Moreau. Salut Lolo. Salut Jérôme, salut tout le monde. On va donc parler de la Juventus. Messieurs, la Juventus qui s'est qualifiée pour cette Coupe du Monde grâce à son bon classement UEFA. 3 participations à la Ligue des Champions, dont 2 huitièmes de finale lors des 4 années de validation entre 2021 et 2024. Voici le groupe de la Juventus à cette Coupe du Monde des clubs, le groupe G, avec Al Ain le 18 juin pour débuter cette compétition. Le club de Casablanca, le Wydad. Ensuite, ce sera le 22 juin avant de terminer par le choc face à Manchester City le 26 juin. Johan, quelles sont les ambitions de la Juve dans cette nouvelle mouture de la Coupe du Monde des clubs ? Évidemment, quand vous parlez de compétition internationale ou même européenne à la Juve, l'ambition est forcément très haute, comme pour tous les grands clubs italiens. Après, c'est dans un contexte un peu particulier parce qu'on a même une incertitude sur la possibilité d'Igor Tudor de rester même pour le mondial des clubs à la Juve. Ça semble être le cas normalement, mais on est à l'abri de rien. En Italie, ça va très très vite. On a des incertitudes sur l'effectif en lui-même. On ne sait pas s'il y aura des recrues. On sait que la fenêtre de mercato a été ouverte pour effectuer des recrutements, mais pour le moment, c'est assez calme du côté de la Juve. Il y a un nouveau directeur général qui est arrivé. Il y a un nouveau directeur sportif, de l'aire sportive, comme on les appelle en Italie, qui est Giorgio Chiellini, le directeur général étant Comoli. Donc il y a tellement d'incertitudes et on sort d'une saison tellement négative aussi, parce que même s'il y a ce mondial des clubs, il y a une 4e place en championnat qui est insuffisante et qui a été arrachée à la dernière journée sur la pelouse du 19e sur un penalty dans les 10 dernières minutes de jeu. Donc c'est quand même assez compliqué aussi. Donc des ambitions, tu en as toujours quand tu as un club italien. Maintenant, la réalité de la saison actuelle de la Juve et de l'ambiance, de l'environnement général de la Juve en cette fin de saison, il est pas génial. On va regarder le classement justement de la Serie A cette saison. Tu parlais de cette 4e place décrochée par la Juve à 12 points du champion, le Napoli. Ça n'a pas été une saison simple, disait Johan. Lolo, même une saison loin des attentes finalement, parce qu'on attendait beaucoup de l'arrivée de Thiago Motta sur le banc de touche. Une nouvelle ère s'ouvrait, une nouvelle ère a priori de stabilité. Et c'est tout l'inverse qui s'est produit. Ouais, Thiago Motta n'a pas été à la hauteur en tout cas des attentes, même si on ne lui a pas laissé beaucoup de temps. Encore une fois, on était censé ouvrir un cycle un peu plus long à la base avec Thiago Motta à sa tête, ça n'a pas été le cas. Donc effectivement, il y a la déception de cette 4e place en Serie A, mais pas que. Il y a eu aussi des illusions un peu dans toutes les compétitions. L'élimination en quart de finale de Coupe d'Italie face à Empoli qui est relégué en Série B, et surtout l'élimination en barrage en fait de la Champions face au PSV Eindhoven. Donc clairement, il y a eu à tous les étages beaucoup de déceptions qui sont à peu près corrélées aussi aux attentes qu'il y avait sur ce nouveau cycle avec Thiago Motta. Donc c'est vrai que Igor Tudor est arrivé avec cette ambition de réussir là où Motta avait échoué. Donc il a réussi en tout cas sa mission qui était de les qualifier pour la prochaine Champions League. Après, comme le disait Yo, il y a même une incertitude sur le fait qu'il reste ou pas. Ils sont toujours à la recherche d'un directeur sportif malgré les nominations, donc la nomination de Comoli en tant que directeur général. Donc ouais, il y a encore du boulot. Ouais. Johan, pourquoi ça n'a pas marché Thiago Motta avec la Juventus cette saison? Qu'est-ce qui s'est passé? Lolo parlait du manque de temps aussi dont il avait disposé, mais pourquoi ça n'a pas collé alors que ça paraissait être le choix idoine et ça ne l'a pas fait finalement, puisqu'au bout de quelques mois seulement il a été remplacé par Igor Tudor. Bon, déjà, il faut savoir que les projets en Italie, quand les dirigeants vous parlent de projets, ça dure en moyenne entre 6 mois et 1 an, dans les cas où ça se passe très bien. Donc, déjà, c'est un premier élément. La Juve n'est pas le seul club. Je dis ça pour la Juve, mais on l'a vu à Milan, on l'a vu à la Roma. Ça change tout très, très rapidement. Pourquoi ça n'a pas marché? Alors déjà, sur le plan du jeu, sur le plan stylistique, en tout cas ce qui était censé amener Thiago Motta, c'est vrai qu'on a été assez déçus. On n'a pas vu de progression particulière chez les joueurs. On avait Cambiaso qui avait commencé très bien la saison, mais lui connaissait déjà Thiago Motta parce qu'il l'avait eu à Bologne. On a vu un Pierre Kaloulou qui a profité de la blessure de Bremer et qui, lui, correspondait assez bien aux idées de jeu, de relance, de jeu par l'arrière de Thiago Motta. Mais offensivement,
il se passait trop peu de choses. La Juve se créait peu d'occasions, était pas dangereuse, marquait peu de buts. C'était surtout sur cet aspect-là qu'on attendait le plus de Thiago Motta après 3 saisons vraiment en souffrance sur ce plan-là avec Allegri. On l'a pas eu. Ensuite, il y a eu, une fois qu'il est parti de la Juve, il y a eu des petites choses du côté de la presse italienne avec des joueurs qui se sont un peu lâchés en disant que c'était pas toujours facile au niveau du management avec Thiago Motta, qu'il était très froid, qu'ils avaient peut-être pour certains besoin d'autre chose. Mais si tu ajoutes le management qui est pas toujours génial, le style qui était pas là et les résultats qui n'étaient pas là non plus, la Juve qui est pas un club spécialement patient, mais comme d'autres en Italie, quand ils te parlent de projet, ça dure 6 mois et pour Thiago Motta, au bout de 6 mois, on a dit devant le danger de pas se qualifier en Ligue des Champions, qui était vraiment vital pour la Juve sur le plan de vue économique, parce qu'ils avaient besoin des recettes de la Ligue des Champions. Je rappelle quand même que la Juve, c'est 900 millions de recapitalisation boursière en 4 saisons. On parle encore d'une augmentation de capital dans les semaines à venir possiblement, donc ça fait quand même beaucoup d'argent investi par l'investisseur, par le propriétaire majoritaire Exor. Donc il était temps aussi de retrouver la Ligue des Champions. Donc devant l'urgence et la crainte et la peur, je pense, de ne pas se qualifier en Ligue des Champions, ils ont décidé de changer. Et donc de nommer Igor Tudor. On y reviendra sur l'entraîneur croate. On parlera également de la star de l'effectif, Kenan Yildiz, du français Pierre Kaloulou. Mais attardons-nous quand même sur cette instabilité chez les dirigeants, parce que on le disait l'été dernier, on pensait qu'une nouvelle ère allait s'ouvrir, et puis finalement, donc Thiago Motta n'est resté que quelques mois, et puis Cristiano Giuntoli, le directeur sportif, fait déjà lui aussi ses valises. Ça a été officialisé ces dernières heures. Tu le disais, donc Damien Comolli, l'ancien patron du Toulouse Football Club, arrive comme directeur général. Giorgio Chiellini est nommé directeur du football. On a du mal à comprendre ce que le propriétaire John Elkann cherche à faire avec la partie football et avec la Juventus. Ce qu'il veut faire, c'est gagner. Ça semble assez clair. Le problème, c'est quelle stabilité tu mets en place pour y arriver, parce qu'on le sait, dans le foot, c'est pas en changeant tous les ans ou tous les 2 ans tout ton management. Donc je mets les coachs avec les directeurs sportifs ou les directeurs du football ou les administrateurs délégués que ça peut réussir. Donc que John Elkann, le patron d'Exor, propriétaire majoritaire de la Juve, ait envie de gagner, ça me semble logique. Qu'il soit attaché à la Juve, évidemment. Je rappelle que John Elkann, c'est la branche américaine de la famille Agnelli. Ça, c'est certain. Ensuite, je trouve qu'il y a beaucoup trop de choix très différents en matière d'hommes à la Juve récemment, aussi bien sur les choix d'entraîneurs. Giuntoli arrive, confirme Allegri pour ensuite passer à Thiago Motta, qui a un style totalement différent, pour aller ensuite sur un Igor Tudor en cours de saison, qui a un style lui aussi très différent de Thiago Motta. Donc on a l'impression de montagne russe de choix d'entraîneurs qui est assez incompréhensible. Sur les choix des dirigeants, c'est pareil. Tu choisissais un peu la certitude avec Giuntoli en tant que directeur sportif, parce qu'il avait été champion avec le Napoli, parce qu'il avait fait du bon travail à Naples. Derrière, tu te retrouves avec un Giorgio Chiellini qui va gérer l'ère football, l'ère sportive. On ne sait pas encore s'il y aura un directeur sportif supplémentaire ou pas, qui lui sera adjoint, probablement que oui. Mais Giorgio Chiellini est tout neuf et tout récent. Il incarne la Juve, mais il est tout neuf, tout récent dans ce métier-là. Comolli, tu fais venir un étranger alors que tu misais beaucoup sur des managers italiens. Bon, on est dans l'illisible côté Juve, à la fois au niveau du projet, donc, en tout cas des moyens qui sont mis en place, à la fois dans le plan sportif, sur le plan sportif, mais aussi sur le plan managérial. Et c'est paradoxal, Lolo, quand on connaît la place qu'occupe la Juve dans le football italien. On a un peu l'impression qu'il y a un déclassement finalement ces derniers temps de ce club mythique, au palmarès XXL, 36 titres de champion d'Italie, 15 coupes, 2 Champions League, une coupe des coupes, 3 coupes de l'UEFA, l'un des rares clubs à avoir gagné donc les 3 coupes d'Europe, mais si Chelsea on a gagné 4 maintenant. Non mais en fait effectivement tu as un déclassement, il est évident parce qu'on rappelle qu'il y a pas si longtemps, la Juve écrasait le championnat italien, 9 titres consécutifs. Il y avait une domination totale de la part des Bianconeri sur la scène nationale. Également en Coupe d'Europe, c'était la seule équipe italienne qui pouvait aller loin en Coupe d'Europe, espérer les finales, voire même la victoire finale. Et le déclassement, effectivement, il est arrivé puisque depuis maintenant 5 ans, les clubs de Milan ont gagné le Scudetto. Naples l'a gagné à 2
reprises. Donc, et la Juve a les a très peu chatouillés en fait dans cette course au Scudetto. Comme disait Yo, c'est souvent la Champions qui apparaît comme le Graal pour la Juventus. Donc le déclassement, il est évident. En même temps, on parlait d'organigramme. Bon, les choix n'ont pas été bons. Après, sur Giuntoli, effectivement, Yo le rappelait, il sortait quand même d'un boulot assez exceptionnel fait avec Naples. Donc voilà, ça n'a pas matché. Là, la volonté d'Elkan, effectivement, c'est de foutre un coup de balai. On a très bien compris. Donc là, il refait un organigramme. Est-ce que il y a des gens de qualité? Encore une fois, Damien Comolli, hein, il l'a montré. Chiellini, effectivement, il y a de l'espoir. Après, encore une fois, s'il nomme un directeur sportif, on verra aussi quelle sera son identité pour après déterminer, savoir ce qu'il va mettre en place. Et peut-être même changer d'entraîneur, parce que voilà, on ne sait pas si Tudor s'entend très bien avec Chiellini, mais bon, derrière, il ne connaît pas Comolli. On verra s'il y a le directeur sportif, si ça se passe bien et tout. Mais forcément, le déclassement, il est là. Mais bon, après, quand tu regardes l'effectif, c'est pareil. Hein, je veux dire, on en reviendra plus tard avec la star, mais on passe d'une équipe dont la star était Cristiano Ronaldo, était Andrea Pirlo, était Arturo Vidal, Gianluigi Buffon. Bon, tu regardes l'effectif de la Juve, t'as envie de chialer, quoi, vraiment. Et justement, vous restez avec nous parce que oui, vas-y, je t'en prie. Un instant, Jérôme, juste sur le déclassement, 2 éléments qui vont dans ce sens-là. Le premier, c'est que la Juve n'a pas goûté au quart de finale de Ligue des Champions depuis 6 ans maintenant. Ça commence à faire très long, et je parle que de quart de finale, je parle même pas de dernier carré. Et le deuxième élément, sur l'entraîneur, tu t'es pris devant par Antonio Conte qui a préféré rester à Naples, et par Gianpiero Gasperini, qui a un passé de Juventino, qui a préféré rejoindre la Roma. C'est pas encore tout à fait signé, mais ça va l'être dans les prochaines heures dans la capitale italienne. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as 2 entraîneurs qui ont choisi Naples et Rome. L'un c'est resté, l'autre c'est signé dans un nouveau club, plutôt que la Juve. Donc le déclassement, il est là. Avant, tous les entraîneurs, ils avaient qu'un rêve, qu'un espoir, c'est d'aller à la Juve. Aujourd'hui, ils préfèrent aller à Naples et à Rome. Ça montre bien aujourd'hui quelle est la place du projet Juve dans le championnat italien. Mais Yo, en fait, on a l'impression finalement que la Juve paye encore d'avoir fait all-in sur Cristiano Ronaldo, de l'avoir payé si cher et d'avoir tout concentré tout son argent sur la star portugaise. Bon, il y a un élément quand même dans ce choix de Cristiano Ronaldo, c'est le Covid, qui a vraiment annihilé tout le projet qui a été construit autour de lui, parce que la première saison de Cristiano Ronaldo, il y a quand même des choses qui se mettent en place, il y a des sponsors qui arrivent, il y a des rentrées d'argent supplémentaires, les revenus commerciaux sont supérieurs, les revenus billetterie sont supérieurs. Donc il y avait quand même des choses qui étaient mises en place et qui pouvaient un petit peu justifier la dépense extravagante de la Juve, qui n'était pas du tout dans son habitude. La Juve ne recrute pas de stars, la Juve fait les stars. La Juve construit les stars. C'est grâce au passage à la Juve que tu deviens une star. Là, ils avaient fait un choix un petit peu différent qui pouvait s'entendre et se comprendre. Le Covid étant passé par là, plus de rentrée de billetterie, les revenus commerciaux qui ont été amoindris, beaucoup de choses se sont passées et les clubs se sont retrouvés en grande difficulté. Mais encore une fois, tu as la chance d'avoir un actionnaire qui a mis énormément d'argent. On parle d'1 milliard d'euros en 4 saisons depuis le Covid. Donc, c'est pas vraiment un problème d'argent réellement. Moi, je pense pas qu'ils payent ça. Ils payent en ce moment plutôt l'instabilité et le manque d'un projet clair dans leur tête où on se dit prenons le temps, parce qu'ils se reposent toujours sur l'ADN de la Juve. Il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Ok, très bien, mais tu gagnes pas d'un claquement de doigts. Tu gagnes pas en changeant tout au bout de 2 ans. Il faut réussir aussi dans les gros clubs italiens, et c'est ça la vraie difficulté. C'est culturel, réellement. C'est de faire comprendre à l'intérieur du club, à la presse, aux supporters et à tes joueurs qu'on doit construire quelque chose dans la durée. C'est difficile, ça nécessite une vraie ouverture d'esprit, ça nécessite des changements culturels. C'est pas le cas pour le moment, et on verra où la Juve ira la saison prochaine. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. Dans quelques secondes, on parle de la star de la Juventus, d'un Français également, Pierre Kaloulou, et de la pépite de la Juve que l'on verra peut-être dans cette Coupe du Monde des clubs. À tout de suite. On est de retour dans l'After Coupe du Monde des clubs sur la Juventus avec Johan Crochet, avec Loïc Moreau. Messieurs, on va parler de la star de l'effectif de la Juve pour cette compétition. Je le rappelle, la Juve joue dans le groupe d'Al-Ain, du Wydad et de Manchester City. C'est Kenan Yildiz, l'attaquant turc, milieu offensif, en tout cas un joueur d'attaque. Johan, c'est devenu le joueur le plus important, le plus séduisant de la Juve cette saison? Oui, alors pour revenir à ce que disait Loïc, c'est sûr que quand tu compares aux membres passés de la Juve, tu avais des
il a commencé à citer Pirlo, Cristiano Ronaldo, on peut remonter plus loin, les Zidane, les Baggio, les Buffon, les Chiellini même qui incarnaient quelque chose, Del Piero, les Trezeguet, les Carlos Tevez. Bon, il y en avait beaucoup. Tu pourrais parler 10 minutes, hein. Tu pourrais faire une liste de 10 minutes, hein, elle est énorme. Et évidemment, les Thuram, les Cannavaro, tout ce que tu veux. Donc, oui, c'est une star à l'échelle de la Juve aujourd'hui et même à l'échelle du championnat italien aujourd'hui, parce qu'on pourrait faire le même discours dans tous les clubs italiens de manière générale. Alors Kenan Yildiz, oui, c'est la star parce que il a ce statut-là déjà parce qu'il est adulé par les supporters, parce que son côté technique brillant fait plaisir un petit peu à tout le monde, parce qu'aussi il arrivait dans une période où à la Juve, sous Allegri, il n'y avait pas de brillance, il n'y avait pas de technique, il n'y avait pas de dribble, il n'y avait pas grand-chose sur le plan offensif. Donc il a incarné tout cet espoir aussi des supporters de se dire allez, peut-être que l'étincelle elle va venir de lui. Donc lui montrer aussi qu'il est en capacité de le faire. Il y a aussi l'héritage Del Piero. Prendre le maillot de Del Piero à la Juve, ça veut dire quelque chose. Yildiz a toujours dit que son idole c'était Del Piero, donc c'est quelque chose qui compte aussi. Les deux, d'ailleurs, Yildiz a une de ses célébrations où il tire la langue comme Del Piero quand il le faisait, quand il marquait des buts. Donc il y a une filiation un petit peu de Del Piero qui accentue ce côté appréciation des supporters et aussi le côté star. Et puis c'est un joueur, voilà, un petit peu clinquant, un petit peu brillant, le joueur de dribble, d'évitement, de 1 contre 1, créatif, technique, qui marque, qui fait marquer. Il a été décisif 15 fois, toutes compétitions confondues cette saison. Malgré son très jeune âge, il a 20 ans, mais il vient de les avoir. Malgré ça, aujourd'hui, s'il y a un joueur à ressortir du collectif Juve, c'est clairement lui. 20 ans, donc né en Allemagne, en Bavière, préformé au Bayern avant donc de s'épanouir à la Juve internationale turque avec les A. Qu'est-ce que tu penses de Kenan Yildiz, Lolo ? Du bien, beaucoup de bien, mais je ne l'aurais pas mis en tant que star, parce que pour moi, c'en est pas une. Mais après, ça résume aussi ce qu'on disait depuis le début du podcast. Vlahovic ou Colomani, et encore. Enfin, tu vois, il n'y a pas de star dans cette équipe. C'est triste à dire, et ça parle. C'est là où on voit le déclassement aussi. C'est-à-dire que tu regardes ligne par ligne, tu es comme ça, tu fais, ouais, il y a des bons joueurs, clairement, il y a des bons joueurs, comme dirait Louise, mais tu n'as plus de stars. À mon sens, tu n'as plus de stars. Effectivement, ceux qui pourraient avoir ce statut-là sont Vlahovic et Colomani, mais en même temps, leur rendement sportif, c'est pas celui de star non plus. Donc Colomani, au début c'était extraordinaire, effectivement, sur les premiers matchs il a été brillant, après il est rentré dans le rang. Vlahovic, c'est terrible parce qu'il est pétri de qualité, ce gars-là, il a vraiment tout pour réussir, mais je pense que dans la tête ça suit plus, et au final voilà, tu te retrouves avec Yildiz qui est effectivement un peu ta figure de proue, et ça en dit long aussi sur l'état du club, ouais. Le Français que l'on va suivre à la Coupe du Monde des clubs dans les rangs de la Juventus, c'est Pierre Kaloulou, 24 ans, défenseur central prêté par le Milan avec option d'achat. D'ailleurs, il a dit en conférence de presse avec les Bleus que son avenir n'était pas encore totalement décidé pour la saison prochaine. Il a été convoqué en équipe de France pour la première fois pour la Ligue des Nations. Est-ce qu'il était impatient de découvrir les Bleus, Pierre Kaloulou? Sa réponse. Pas de l'impatience. Je pense que dans la vie, tout arrive au moment où il faut. C'est juste important de saisir sa chance quand elle se présente. Donc après, c'est sûr que les Italiens ont eu plus de possibilités de me voir évoluer, de me voir grandir et de me voir réussir de belles choses. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de pouvoir montrer de quoi je suis capable. Et après, cette saison, même des saisons précédentes, il y a eu des gros matchs, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, où j'ai réalisé de belles performances avec l'aide de l'équipe, évidemment, mais qui ont sans doute compté, et différents dispositifs tactiques dans lesquels j'ai évolué aussi vont sûrement aider, je pense. Johan, c'est vraiment le joueur qui a pris une autre dimension dans la défense de la Juventus cette saison. Pierre Kaloulou, on l'avait déjà abordé dans l'After Italy. Oui, alors il a bénéficié aussi de circonstances intéressantes pour lui, parce que Bremer s'est blessé très tôt dans la saison. Il a été absent toute la saison par la suite. Il s'était blessé à Leipzig en Ligue des Champions. Donc il a eu beaucoup de temps de jeu. On s'attendait pas à un temps de jeu aussi important, mais entre le faible nombre de défenseurs centraux et plus la blessure de Bremer, ça lui a ouvert quand même des portes intéressantes qui lui ont permis d'être titulaire quasiment toute la saison. Alors il a beaucoup progressé sous Thiago Motta, je trouve, dans l'utilisation du ballon. C'est ce qui était un peu attendu, c'est ce qu'on disait, Jérôme, dans le podcast After Italy dédié à Pierre Kaloulou. La compréhension des situations qui s'ouvraient devant lui, les espaces qui pouvaient s'ouvrir, dont il pouvait bénéficier en avançant ballon au pied, aussi, ou en profitant de sa
qualité de relance pour trouver des joueurs entre les lignes ou face au jeu pour faire progresser un petit peu le jeu plus rapidement. Donc là-dessus, il a progressé. Il a aussi été intéressant sur des matchs où on a vu enfin, pas une amélioration, mais une progression aussi dans l'état d'esprit, dans le caractère. On sait qu'à la Juve, la phase défensive est très importante et culturelle là encore. Je me souviens de matchs en Ligue des Champions où Kalulu a été vraiment très précis, très concentré, très hargneux dans les duels, très précis tactiquement dans sa lecture aussi situationnelle. Donc là-dessus, il a progressé. Je pense qu'il a encore une marge de progression pour le coup. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que depuis qu'il est en Italie, il a joué dans une défense à 4, il a joué dans une défense à 3. Il a joué central dans une défense à 3, il a joué central dans une défense à 4, il a joué arrière droit aussi dans une défense à 4. Donc il a un bagage technico-tactique qui s'est clairement amélioré. Et c'est vrai que ça fait partie des joueurs qui vont être suivis. On aurait pu mettre Khéphren Thuram aussi qui réalise une belle première saison à la Juve. Et lui et Kalulu d'ailleurs sont deux des recrues qui ont au moins montré des choses intéressantes cette saison, parce que pour beaucoup d'autres, les Cop Miners, les Nico Gonzalez, les Douglas Luiz, les recrues les plus chères, c'était très compliqué. Au moins, les deux Français ont répondu plus ou moins aux attentes. La Juve doit tout faire pour le garder, Lolo ? Après, ça dépendra du retour de Bremer, parce que c'est vrai que bon, là, on parlait un peu plus tôt du fait qu'il n'y ait pas de star. Bremer aurait pu rentrer dans ces chaussures-là, parce que c'est vraiment un top défenseur. Manque de bol pour lui, il s'est blessé. Donc après, ça dépend de beaucoup de choses en fait, du retour de Bremer, mais aussi du nouvel entraîneur. Est-ce que il jouera à 3? Yo soulignait la polyvalence de Kalulu, c'est effectivement quelque chose de positif pour lui, mais où le mettre? Après, pour le coup, le fait d'être venu en prêt à la Juve cette saison était vraiment une très bonne chose, puisque Milan n'avait plus l'air de compter tellement dessus. Ça m'a surpris d'ailleurs, parce que bon, il a toujours été plutôt bon avec l'AC Milan, et là du coup il a pu prendre le temps de jeu dont il avait besoin à la Juve, être appelé en équipe de France. Donc ouais, s'il peut rester, tant mieux. Enfin, Yo le disait, hein, il fait partie de ces joueurs qui ont moins déçu, enfin qui n'ont pas déçu justement, qui ont été plutôt à la hauteur. Donc il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas sur la prochaine saison. Une pépite que l'on pourrait voir durant cette Coupe du Monde des clubs sous le maillot bianconero, Yo, c'est Vasilije Hadzic, 19 ans, milieu de terrain, joueur du Monténégro. Aucune titularisation cette saison, mais quand même 8 apparitions. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce jeune joueur ? Bon, là encore, le terme pépite, c'était un peu difficile à trouver, parce que les jeunes joueurs, il y a déjà pas mal de jeunes joueurs dans l'effectif de la Juve, mais on peut plus les appeler pépites. C'est des joueurs de 22, 23, 24 ans, ou même un Yildiz. En soi, ça pourrait être une pépite, mais il est déjà tellement installé. Donc il faut descendre d'un cran. Ça aurait pu être Bangula, qu'on a vu un petit peu avec Thiago Motta, même plutôt pas mal avec Thiago Motta en tant qu'ailier. J'ai choisi Hadzic parce que je trouve que c'est un profil qui peut devenir très intéressant pour la Juve dans ce rôle de entre 8 et 10, milieu relayeur, milieu offensif. C'est son vrai rôle, c'est là où il fait le plus de différence. C'est un bon gabarit qui est assez grand, longiligne, mais aussi costaud dans les duels, qui a une très bonne qualité technique, qui peut à la fois avoir le côté playmaker, donc c'est-à-dire faire jouer les autres, dans le jeu associatif, être très intéressant, et aussi être en capacité de se projeter, de frapper de loin, de marquer des buts, assez créatif pour faire quelques passes décisives aussi aux abords de la surface de réparation. Le problème pour lui aujourd'hui, c'est que dans la saison de la Juve, il a joué ailier, il a joué faux numéro 9, il a joué milieu de terrain et milieu de terrain offensif. Il a très peu joué à son poste privilégié, son poste où il est le meilleur. Son poste de prédilection, on dit. Donc, oui, voilà, parce que j'avais le mot en italien justement, donc c'est pour ça que Mais privilégié, ça passait aussi. Prédilezione. Je suis passé sur un autre terme, mais voilà, pour lui, il va avoir besoin de temps de jeu. On sait qu'il y a l'étape Next Gen, la U23 en 3e division, qui est une étape importante pour se montrer au niveau professionnel, pour prendre un petit peu de temps de jeu et être habitué aussi à jouer contre des adultes. Ça, c'est important. Il faudra voir quel espace lui sera réservé, parce que l'année dernière aussi, une des difficultés pour Hadzic, c'est que le secteur qui a été le plus renforcé et où il y a eu le plus de dépenses, c'est au milieu de terrain. Donc forcément, ça a fermé quelques portes. Quand vous prenez Cop Miners, quasiment 60 millions d'euros, et Douglas Luiz, que vous payez un peu plus de 50 millions d'euros, vous prenez Khéphren Thuram en plus, que vous avez déjà Manuel Locatelli, que vous avez Winston McKennie, ça fait beaucoup d'éléments pour s'imposer, mais je crois en lui, je trouve qu'il a des belles qualités, et que ça soit à la Juve ou ailleurs, je
je suis assez certain qu'il pourra jouer au niveau professionnel et se montrer décisif. On a déjà parlé d'Igor Tudor, mais Johan, en une minute, s'il te plaît, est-ce qu'il va disputer, est-ce qu'il va entraîner la Juve à la Coupe du Monde des clubs et est-ce qu'il est l'homme de la situation ? Le mondial des clubs, j'aurais tendance à dire oui, parce que là, quand même, le temps presse un petit peu, donc j'imagine qu'ils vont pas tout changer à ce moment-là, mais j'en ai pas la certitude, ce que je disais en préambule. Est-ce que c'est l'homme de la situation ? Je pourrais vous répondre très facilement en vous disant que si les dirigeants de la Juve ont essayé de faire venir Conte et Gasperini, c'est qu'ils estiment que Igor Tudor est pas forcément l'homme de la situation, en tout cas pas le premier choix, en tout cas pas celui capable de faire passer un cap à cet effectif-là. Maintenant, si vous essuyez des refus d'entraîneurs importants, moi, je suis plutôt partant pour garder Igor Tudor plutôt que de faire venir des personnes qui ne connaissent pas le championnat italien, qui vont avoir besoin de beaucoup de temps. Lui, il est à l'aise avec le championnat italien, il connaît déjà les joueurs, il les a déjà eus pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Donc, j'aurais tendance à le garder si c'est impossible de faire venir un entraîneur de gros calibre à la Juve. La Juventus avec Alain, le Wydad et avec Manchester City, donc à cette Coupe du Monde des clubs. Merci beaucoup, Johan, merci Lolo. Et je vous rappelle que la Coupe du Monde des clubs, c'est à vivre sur RMC Radio officielle et sur DAZN. Ciao à tous. RMC, After Coupe du Monde des clubs.